On se pose décidément de drôles de questions hein, en ces temps de Covid. Aujourd'hui, gros, très gros sujet. Hein. On va parler de notamment Jean Chalençon et pas seulement, en fait. Vous avez vu, en fait, j'ai swappé, là, j'étais sur un article de Mediapart, parce qu'on va poser la question plus loin. Donc Jean Chalençon, on va revenir sur le sujet. Mais en très gros, c'est quelqu'un qui est contrevenu aux règles Covid, qui sont en vigueur pour le moment, hein, l'interdiction de se rassembler, etc. Et il y a un espèce de faux débat pour savoir si oui ou non il était en tort, si oui ou non ça se faisait ou pas. Mais surtout, un énorme scandale, car apparemment, il y a des personnes membres de l'État français, membres du gouvernement français, pardon, qui ont été invités par cette personne et qui ont dégusté des mets incroyables, mais surtout sans protection, sans masque, sans rien, quoi. Genre presque à poil, quoi. Et donc, en ne respectant pas les gestes barrières ni les précautions sanitaires pourtant imposées au reste de la population. On va lire tout de suite, hop, le thread de Connard Aigri, parce que, en fait, voilà, j'essaye de faire l'intro vraiment très courte, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, vous allez voir. Donc, a thread, analyse technique de mon point de vue de consultant informatique d'un foutage de gueule orchestré par Christophe Leroy et Jean Chalençon. Hashtag on veut des noms. Alors évidemment, j'ai mis le casque. On regardera des vidéos après, parce que Jean Chalençon a répondu, et ça fait le buzz avec 2 Z. Vous allez voir. Voici le site de Christophe Leroy tel qu'il est le 5 avril 2021 à 12h25. Donc ça, ce tweet, je l'ai repris parce qu'en fait, c'est le premier tweet que j'ai vu passer. Le tout premier. Et du coup, sur le moment, je n'avais pas très bien compris de quoi il parlait. J'étais en mode, mais pourquoi on retweet ça et tout. Et pour vous faire rapidement, vous expliquer rapidement qui est Christophe Leroy, si j'ai bien compris, est un organisateur d'événements en temps normal. Mais bon, vous savez, les événements sont interdits en période Covid. Et il est aussi traiteur. Mais donc c'est deux... Voilà, à part traiteur pour livrer, il peut pas genre créer de soirées, inviter des gens, etc. C'est interdit. Mais voilà. Un scandale est éclaté. Et le lendemain, le site n'était plus accessible. C'est à peu près ça qu'il faut comprendre. Pour les non-initiés, le site est introuvable sur les serveurs web. Ce n'est en aucun cas une surcharge du serveur qui renverrait à une erreur 503 ou 504, mais en aucun cas une 404. En l'occurrence, le site a été saboté, on y reviendra. Il existe un service, les interwebs, qui prend des snapshots de pas mal de sites à certaines dates pour la postériorité, tels qu'ils étaient à un instant T. X. Le site de Christophe Leroy n'échappe pas à la règle. Ce site, c'est Wayback Machine. Trop bien, Wayback Machine. Tu peux même, en fait, c'est comme si tu avais le site à un moment T. Donc, tu peux même te balader sur le site au moment où il était. Donc, si par exemple vous avez YouTube, vous pouvez vous balader sur YouTube, genre en 2003, quoi. Non, en 2003, ça n'existait pas. En 2011, voilà, ça c'est déjà mieux. Bon, alors évidemment, il n'y a pas des. Il n'y a pas des captures d'écran tout le temps. Je sais pas si ce sont des mecs qui le font, à mon avis c'est un bot. Mais il n'y a pas des captures d'écran tout le temps. Il y en a juste à certains temps. Donc voilà, mais ici ça va nous aider. C'est un service authentique qui le fait pour énormément de sites du monde entier, autant vous dire que c'est une source fiable. Voici le site de Christophe Leroy tel qu'il était au snapshot du 4 avril 2021 à 13h20. Donc vous voyez, le site était fermé le 5 avril et le 4 avril, il va nous montrer ce qu'il y avait. Pour les non-initiés, c'est comme si tous les fichiers avaient été supprimés du serveur web sans avoir traité l'erreur NotFound 404 qu'on a vu plus haut. D'ailleurs, je ne sais pas qui gère le site web, mais c'est de l'amateurisme. On voit déjà le sabotage. On supprime les fichiers, puis on affiche une erreur un peu plus tard du serveur. Remontons maintenant au 3 avril à 20h08 avec notre Wayback Machine. Donc pardon, le 4 avril, le mec a juste tout supprimé, et le 5, il a mis un not found. Donc voilà, effectivement, pourquoi c'est amateur, c'est que normalement, je crois que de base, quand tu fais un site web, l'erreur 404, c'est si justement tu supprimes des fichiers, bah tu vas tomber sur l'erreur 404. T'es pas obligé de tout supprimer. Et là, le mec, il a fait une fausse erreur 404 en fait. En fait, il a juste supprimé tous les fichiers et puis il a mis élément texte, erreur 404 not found quoi. Elle est marrante cette poule. Je peux me tromper hein. En termes techniques, je peux me tromper, sachez-le quand même, mais parce que je suis pas informaticien. Si c'est le cas,
N'hésitez pas, les commentaires sont là. Elle est marrante cette poule en chocolat à gauche, si nous l'en comparions avec cette photo. Donc regardez ici, on a la photo avec des jolies poules, c'est vrai. C'est vrai, n'empêche qu'elles sont assez drôles, elles sont assez sympas. Et en fait, si on regarde, on voit une poule ici aussi. Et là, elles sont assez uniques. Voilà. Assez unique, c'est assez étrange. Attardons-nous sur la description. Venez fêter Pâques au Leroy's Business Club. Première apparition de ce business club à partir de novembre 2021. De novembre 2020, je pense qu'il voulait mettre. Est-ce que le business club... Ouais, c'est ça, 2020. Qu'est-ce que le business club selon le nouveau site qui n'est plus en ligne? Donc, le business club, amoureux de la fête et de l'art de vivre à la française, le chef cuisinier Christophe Leroy vous reçoit dans un appartement très parisien, à 2 pas de l'avenue Georges V, dans le 8e arrondissement, pour un déjeuner, un dîner ou une soirée privatisée dans une ambiance discrète et haut de gamme. Donc, le mec ouvre un resto, un business club, en pleine période de pandémie, en sachant que les restos doivent être fermés. Mais malgré tout, il propose quand même, alors autant les soirées privatives, pourquoi pas, mais c'est quand même bizarre le fait qu'ils disent que le resto est ouvert, etc. C'est un peu bizarre. Pour rappel, en octobre 2020, le site de Christophe Leroy était le suivant. Rien concernant un business club, juste un club, renommage marketing a priori. Donc voilà, un chef à domicile, voilà, ça c'était son site avant et il l'a renommé en business club. Et comme il dit, bon, en soi, c'est pas très important, c'est juste probablement marketing. Donc venez fêter Pâques au Leroy Business Club. Fait forcément référence à l'année 2021. D'autant si on prend la poule en chocolat, où les restaurants sont fermés puisqu'il y a eu un changement de nom marketing. On a vu le site de Christophe Leroy, mais nous n'avons pas vu le snapshot de la page consacrée au menu signature que l'on voit sur plein de screenshots. On va s'attarder sur le snapshot Wayback Machine du 3 avril. Donc c'était 2 jours avant ce tweet-là. On voit qu'il y a bien un menu à 140 balles, putain. 140 balles. Et là, moi je sais pas pour vous, j'ai jamais payé 140 € pour un menu. Après c'est un resto de luxe, hein, c'est sûr. Hein. Je doute pas que ça vaut son prix peut-être, hein, mais... Putain de merde. Holy shit. Croque Monsieur Truffe. Rien que ça, croque Monsieur Truffe. Déjà, moi ce serait pas à mon goût, mais... Le croque Monsieur, j'aime bien. Il rappelle le menu proposé le 11 mars 2021, comme en témoigne cette photo, le baba au rhum de Cyril Lignac. Et en fait, ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est ça qui fait scandale, c'est que... merde, j'oublie tout le temps son nom, je sais pas pourquoi. C'est Jean Chalençon. Voilà, Jean Chalençon aurait fait une soirée, donc comme je vous le dis, avec des membres notamment du gouvernement et d'autres personnalités et sans aucune précaution sanitaire. Et ça, c'est le menu pendant la soirée qui a été mis. Et on voit des similitudes en fait entre le menu, parce qu'ils ont évidemment été tellement débiles qu'ils ont posté les photos évidemment sur Internet, hein, Instagram, Twitter, etc. Sur leur compte probablement perso et entre eux. Mais à un moment donné, quelqu'un l'a trouvé et c'est sorti. Je ne sais pas les détails de qui l'a sorti, je ne sais pas les détails de comment c'est sorti, mais en tout cas c'est sorti. Pour info, en novembre 2020, selon Wayback Machine, le menu était le suivant, donc totalement différent. Donc ça c'était il y a plusieurs mois, quand ça a ouvert, c'était différent. Attendez, non, oui c'est ça. Là, c'est ironique. Ah non, si. Alors, c'était vraiment totalement différent. Donc, ça fait beaucoup quelques mois de préparation pour faire une blague de cette ampleur envers toute la France et tout supprimer au dernier moment. Et c'est là qu'on va pouvoir bifurquer à Jean Chalençon, qui a fait croire que c'était un poisson d'avril. Et notamment, ici, il le dit, on va le voir tout de suite, la petite vidéo. Hein. Mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros... C'est Jean poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Mais lol, j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Alors, je vous rappelle que donc... c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que le truc est organisé depuis novembre, enfin un peu après novembre, et donc c'est un poisson d'avril qui se serait fait sur des mois, parce que la société existe depuis novembre. Donc c'est un peu étrange comme poisson d'avril, vous voyez, parce que moi perso, enfin voilà, j'ai déjà essayé de faire des poissons d'avril un peu élaborés, mais là quand même c'est vachement élaboré, surtout pour un gars qui, enfin, allez, il est pas humoriste.
Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vas-y, dis-nous. On va le savoir très vite. Vous savez que je suis spécialiste de Napoléon Ier, que ça fait maintenant plus de 30 ans, 40 ans que je collectionne, que je me bats pour conserver le patrimoine. Et que depuis quelques semaines, quelques mois, ma collection est rentrée d'une exposition en Chine, où elle est restée plus longtemps à cause du Covid. Et que cette année, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai, dans quelques... Je parle en même temps pour éviter le strike potentiel. Bon, je vais probablement quand même me faire strike, mais je préfère le dire quand même pour ceux qui se posent la question. Jour, dans un mois, un peu plus d'un mois, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon. Je suis spécialiste de Napoléon, j'ai exposé, je fais des conférences dans le monde entier, j'ai une référence ça c'est vrai. Au niveau de la culture, du patrimoine. Et parce que les collectionneurs, cette année d'organiser des événements au Palais Vivienne et ailleurs sur Napoléon. Et donc, suite à la pandémie, eh bien, tout a été arrêté. Et donc, j'avais décidé avec mon équipe, eh bien, de célébrer Napoléon. Et comme on doit célébrer Napoléon, je voulais organiser au Palais Vivienne. D'ailleurs, j'ai fait un lancement au Palais il y a 2 mois, avec la presse, ça a aidé d'ailleurs la presse, organiser des déjeuners ou des dîners napoléoniens et des visites au Palais Vivienne, et que ce que je faisais jusqu'à au début de la pandémie. Ah ben oui, tout à fait, il s'est arrêté. Donc, nous avons mis en place avec des brochures, avec un certain nombre de photographes. D'ailleurs, j'ai fait un certain nombre d'articles concernant ce bicentenaire. Et donc, comme j'espère, puisque je suis comme vous, je suis les directives du gouvernement, une réouverture assez prochaine, en mai, que le bicentenaire c'est en 5 mai, eh bien nous avons anticipé, et nous sommes en train d'organiser pour des entreprises, des particuliers, car j'ai énormément de demandes, tous les jours, des gens qui me demandent de venir visiter le Palais Vivienne, et j'estime que les gens se doivent d'être bien reçus au Palais Vivienne, et d'organiser pour des entreprises, des particuliers, eh bien, des visites. Donc nous avons organisé ça depuis un certain nombre de semaines avec mes collaborateurs. Donc voilà. Et parce qu'il fait blablabla, hein, bon. Lui, il se justifie en disant mais non, vous croyez qu'il y avait plein de monde, mais en réalité, c'était juste des petites visites. Ça, c'était avant le Covid, en fait. Le menu que vous avez vu, parce que je crois qu'au début, il y avait que les menus qui étaient sortis. Le menu que vous avez vu, en fait, c'était un gros poisson d'avril, lol MDR, mais qu'est-ce qu'on rigole par ici, parce qu'en réalité, nous, on va tout rouvrir en mai. Je crois qu'il dit rien d'autre d'intéressant. La semaine dernière, c'était une sorte d'émission zéro, de soirée zéro. C'est pas une soirée, mais enfin, nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. Voilà. J'ai fait une conférence qui a duré 45 minutes sur le Palais Vivienne. Il y avait effectivement 8 ou 10 personnes qui sont arrivées sur l'ensemble de la soirée, peut-être une douzaine. Et ils sont partis très tôt. C'est très important tout ça. Nous avons organisé pour justement la semaine prochaine et les semaines d'après un certain nombre de reportages pour des grands magazines pour justement montrer les objets du Palais Vivienne et l'atout du Palais Vivienne. Après, après j'ai été piégé par une chaîne de télévision, enfin une rédaction, parce que j'apprécie beaucoup M6. Donc je ne mets pas M6 dans le lot, mais j'avoue que j'ai une violation de domicile, on m'appelle, on me harcèle de je ne sais pas. Ah oui, parce que voilà, c'est M6 qui a révélé l'affaire. Ma conversation. J'avais pas fait attention. J'étais excédé parce que ça faisait... Bon, soit, sa justification, c'est qu'en fait, lui, il a invité que 8, 10, 12 personnes tout au long de la journée, donc pas en même temps, pour un peu tester, voir un peu quels étaient les retours peut-être sur les plats, etc. Ce qui est déjà pas en fait légal hein, quand on y réfléchit, parce que, alors je sais pas en France, mais je sais qu'en Belgique c'est maximum 4 personnes qu'on peut voir, et à l'extérieur, donc ça m'étonnerait qu'en France ce soit beaucoup plus permissif. 8-10 ça me semble déjà beaucoup, donc bon, mais ok, soit. Comme vous voyez, j'ai pris Fabien Licard parce que je voulais aussi vous dire que lui va faire une vidéo analyse et ça va probablement être méga drôle à regarder. Ce soir à 18h, donc le 7 avril à 18h. Donc, on continue notre thread. Je trouve des choses complémentaires à mon analyse. Le site du Go East Business Club, où de nombreuses images de dîners mondains chez 101 ont été trouvées, vient de supprimer les images des événements de ces 8 derniers mois. Donc, le site qui avait effectivement montré des événements, des différents événements tout au long de ce mois pour faire sa promo, ce qui est logique, hein, puisque c'est un mec quand même qui essaye de se vendre, eh ben ils ont tout supprimé depuis que le scandale est sorti.
Alors, mais pour quelques heures au moins, je crois que c'est juste le cache de Google, parce qu'on peut, les sites, vous savez, ils ont des caches, ils sont enregistrés, bref. Le NDD a été déconnecté de la plateforme Wix, mais Google n'oublie pas. Je compresse actuellement le PDF issu de l'impression du site Wix en question, parce que suite à l'incendie de VH, je n'ai lu pas, blablabla, mais je... Ok. Et voilà, donc là, vous avez, je pense, c'est le cache du site en entier, donc vous pouvez même vérifier vous-même l'info. L'info est tout ce qu'il affirme en fait. Je vois qu'il y a du rattrapage politique sur des comptes politisés. C'était obligé mais pas mon intention. C'est une analyse technique des faits concernant la suppression des données. Nul n'est censé ignorer la loi, vaut également pour nul n'est censé ignorer les lois d'internet. Ça me fait beaucoup rire. J'ai une autre information retrouvée via Wayback Machine. C'est pour ça que je continue le thread mais que je ne lis pas tout. Le Palais Vivienne, voilà, 11 mars. Hein, 11 mars. On n'est pas en pandémie? Hein? Il commence, en fait, Pierre-Jean Chalençon, voilà, je dis Jean Chalençon depuis le début, mais Pierre-Jean Chalençon, désolé d'avoir écorché son nom, se justifie constamment, essaye toujours de se rattraper, mais effectivement, plus on fouille, plus il y a de preuves et plus il est dans la sausasse. Grâce aux éléments de Rhys Stéphane, on peut également retrouver d'autres éléments. Donc il vient de trouver un formulaire de réservation, mais également cela... ici, on voit quoi? Après avoir officié dans des appels, il reçoit dans un appartement privé parisien. Bon, ben, les preuves se succèdent et ne s'arrêtent plus jamais. Hein. D'ailleurs, il a encore rajouté. Il a encore rajouté des trucs par rapport, je crois. Ouais, ici. Évidemment, très important. Je tiens à rappeler que l'appel à la haine envers des gens est interdit, j'expose des faits, je ne suis pas juge. C'est effectivement un tribunal populaire, médiatique, on demande des sanctions, mais nous ne sommes pas juges, s'insurger oui, mais pas plus. Qu'il y ait une garde policière est normal, de la même manière que depuis cette histoire, je ferme toutes les portes à clé. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que donc vous voyez que les preuves, il y en a beaucoup. C'est intéressant aussi parce qu'effectivement, il a raison. C'est pas pour appeler à la haine, évidemment, hein, mais c'est parce que effectivement, il est contrevenu à la loi. Mais moi, j'aimerais faire d'autres liens. D'abord, vous montrer d'autres vidéos de Pierre-Jean Chalençon, parce que évidemment, tout ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. On a ici notamment Terracide qui a dit quand le village m'accuse d'être loup-garou et que j'ai effectivement bouffé le maire pendant la nuit. Il fait un trait d'humour, mais écoutez quand même parce que ça vaut de l'or. Oh, il y a des trucs. Merde, c'est... Je suis parti, c'est vite, moi. C'est moi. J'ai que... Zouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay. Alors bon, en fait, pourquoi je rigole alors qu'il y a quelqu'un qui pleure? C'est qu'en fait, je doute pas que ça doit être horrible de vivre ce qu'il vit là maintenant, vraiment. Mais d'un autre côté, c'est un peu facile de ne pas prendre ses responsabilités quand on a merdé. Et c'est ça le truc. C'est que tout le monde rêve d'inviter des amis. Tout le monde rêve d'aller voir des gens, etc. Mais, enfin, là, il a invité des membres du gouvernement et tout, et ce qu'on lui reproche, c'est finalement d'être au-dessus des lois parce qu'il est riche. Parce qu'il a les bons liens. C'est ça qu'on lui reproche. Et évidemment, c'est pas à nous de juger ça, encore une fois, mais vous allez voir, je vais encore faire un lien par après, parce que malheureusement, on n'est pas tous à la même enseigne. Et c'est ça, on n'est pas tous jugés à la même enseigne, et c'est bien ça le problème. On continue évidemment, hein, parce qu'effectivement ici, hein, je regarde, oui, voilà. Donc ici, effectivement, on a déjà une première comparaison que je trouve extrêmement intéressante. Hein. Il y a ceux qui s'expliquent en garde à vue et ceux qui le font sur un plateau de télé. On en avait déjà parlé avec Sarkozy, mais je trouve que c'est vraiment important de le mettre en avant, ce genre de choses. L'île, une étudiante de 20 ans placée en garde à vue après l'organisation d'une soirée, alors que par contre, hein, pour Pierre-Jean Chalençon, depuis la diffusion d'un reportage, Pierre-Jean Chalençon est au cœur d'une énorme polémique. Organise-t-il vraiment des soirées privées? Des ministres y participent-ils? On vous le dit tout ce soir et Pierre-Jean Chalençon réagira en exclusivité dans TPMP. Pourquoi est-ce que lui a le droit d'être interviewé dans TPMP? Pourquoi est-ce que lui a le droit d'être interviewé à la télé alors que, nous, citoyens, on va dire lambda, citoyens ordinaires, on est là à éviter, à raser les murs parce qu'on sait très bien qu'on peut se taper une amende
une amende phénoménale, avec très peu, parce que c'est aussi en fonction de la, enfin voilà, de l'appréhension des policiers quand même, il faut le dire. Une amende, c'est le policier, si tu es deux, tu peux toujours évidemment aller la contester par après, mais si vous êtes que deux et que le policier estime que vous êtes trop, et ben il peut totalement vous mettre une amende. Et lui, visiblement, ça va, ça passe. Pourtant, il y a des vidéos, etc. Lui, il peut se... Voilà, il y a tes PMP qui va venir l'interviewer. Est-ce que si moi, demain, je fais la même chose chez moi, est-ce que tes PMP viendra m'interviewer? Ça, c'est une grande question. Et ici, en fait, on a des images d'un dispositif de police devant la maison de Pierre-Jean Chalençon, après des appels de plusieurs personnes à aller manifester devant chez lui. Alors vous voyez que c'est pas 4 flics qui viennent, quoi. Ils sont blindés, ils ont fermé la rue, ils sont intervenus en puissance. Alors en fait, est-ce que c'est normal que la police intervienne? Oui, parce que évidemment Pierre-Jean Chalençon a eu des menaces, et les gens... Vous les connaissez tout autant que moi, cette poignée de connards qui vont aller, qui sont capables d'aller brûler des maisons là pour un oui ou pour un non. Eux, vous inquiétez pas, ils sont au taquet et ils sont en train de l'insulter avec 50 comptes différents, alors qu'ils sont pas très nombreux. Mais par contre, là où je suis un peu plus critique, c'est ils ferment carrément la rue. Enfin, c'est pas genre voilà, il y a pas 3 flics quoi. C'est pas 4 flics pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'emmerde. Non, 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 non. Les gars, ils y vont à 50. Et quelqu'un disait... en fait, ici, quelqu'un disait ça, et je vous renvoie à ma vidéo « Je suis en colère », quand on pense qu'ils ne se déplacent pas toujours lors des violences conjugales avérées. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'un mec qui a fait des fêtes clandestines et pour lesquelles on a des preuves formelles quand même, qu'il s'est passé des choses très étranges, qui méritent peut-être aussi d'être amené en garde à vue, d'être interrogé. Pourquoi est-ce qu'un gars comme ça, ne subit pas tout ça alors que nous, citoyens lambda, on le subit? Et c'est pour ça que je voulais terminer, parce que cet article est sorti exactement au bon moment. On va terminer avec l'article de Mediapart, et c'est là que je vais dire si vous êtes un petit peu frileux, si vous avez tendance à être un petit peu... Voilà, il y a des... Je trouve que ce sont des vidéos choquantes, pas forcément gore, pas forcément... Mais elles sont violentes, je trouve. C'est... Psychologiquement, je trouve qu'elles sont un peu difficiles à regarder, mais elles sont primordiales, surtout maintenant. Donc c'est un article de Mediapart. Je vais vous mettre toutes les sources évidemment en description. Des vidéos révèlent le faux procès-verbal d'un policier pour maquiller des violences. Et vous allez comprendre le lien directement avec Pierre-Jean Chalençon et pourquoi la vidéo s'appelle Pierre-Jean Chalençon devrait être en prison, ou pourquoi est-il en prison, j'ai pas encore décidé. Des vidéos révèlent le faux procès-verbal d'un policier pour maquiller des violences. Lors d'un contrôle d'identité le 20 mars à Bobigny, des policiers ont fait usage de pistolets à impulsion électrique sans raison apparente. Des vidéos révèlent... donc le 20 mars, hein, on est exactement... Lui, c'était le 11 mars, d'accord? Le 11 mars, donc 10 jours plus tard, hein, ok? Des vidéos révèlent la violence de leur intervention et mettent en lumière les incohérences du procès verbal. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire confiée à l'IGPN. Après la première décharge de taser, le pistolet à impulsion électrique qui équipe la police, l'homme s'effondre à terre. Le policier l'interroge. « Ça te plaît bien là ?» Et dans la foulée, il lui en assène une seconde. Témoins de ce contrôle d'identité du 20 mars à Bobigny, Seine-Saint-Denis, des riverains ont filmé la scène. 3 vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et que Mediapart publie révèlent des violences policières et viennent infirmer le procès-verbal d'un des agents. Pour légitimer les tirs de taser, il est décrit un individu menaçant avec les poings fermés et affirme avoir été la cible de jets de projectiles. Donc le policier affirme ça. Et vous allez voir, on va regarder directement la vidéo. Je vais essayer de vous la centrer. Voilà. Et vous allez voir que, quand même, hein, pour un mec violent... Attendez, parce que là, quand même... Pas que j'aime avoir, mais... Il tire, là. Là, vous voyez, il tombe. Il vient de se faire taser. Hein. Allez. Tu veux quoi, là? Ça te fait bien, là? Oh, le bâtard. Ah bah aussi, toi. Casse-toi. Fumez. Allez, Félicia. Désolé, mais... Je trouve ça insupportable à écouter, vraiment. Je trouve ça monstrueux et insupportable.
C'est horrible, je trouve. Le mec est à terre, il bouge déjà plus. Il vient de se faire taser. Il faut savoir qu'un taser, ça t'immobilise pendant 2-3 minutes. Je pense que ça peut même aller jusqu'à 5 minutes. Le mec est immobilisé par terre. Et il lui dit, ça te plaît bien là? Quand je vois ça, je suis dégoûté et outré. Comme vous voyez, une enquête préliminaire a été confiée à l'IGPN et c'est très inquiétant parce que vous savez que même venant de Belgique, même en Belgique, l'image qu'on a de l'IGPN, sachez même en Belgique, on s'est moqué de l'IGPN. L'affaire Benalla a fait beaucoup rire en Belgique parce que déjà en Belgique, nous, on a ce qu'on appelle le comité P, c'est pas l'IGPN, mais c'est la police des polices quand même. C'est le comité P qui est aussi, qui est aussi composé d'anciens policiers. Pendant tout un moment, je croyais que c'était indépendant, mais non. Et c'est aussi critiqué, mais malgré tout, c'est pas aussi grave qu'en France. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a des faits, et j'ai des amis qui, en m'entendant dire ça, vont se dire « Mais, les défends pas !» Je défends pas le comité P, mais c'est vrai que malgré tout, quand c'est trop grave, ils agissent, quoi. Ils agissent, alors qu'en France, il y a comme l'IGPN, t'as l'impression qu'en fait, ils ont jamais été flics de leur vie, en fait. Tu te dis, s'ils font des enquêtes comme ça, ça fait peur. Et là, entendre un flic, moi, rien que pour cette phrase-là, hein, ce flic, franchement, hein, rien que pour ça, hein, même si c'était sur le coup de l'édévrement ou qu'est-ce que tu veux, c'est pas, t'es policier, tu représentes quelque chose, quoi. T'es pas, enfin, je sais pas, là, on dirait juste un tortionnaire, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Même dans une dispute, même si ça s'est échauffé, tu restes pro, c'est ton taf, c'est ton putain de travail, c'est pour ça que le métier de flic est dur. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est pas offert à tout le monde, le métier de policier. C'est parce que tu dois savoir rester professionnel, même face parfois aux piraclures, et vous allez voir qu'ici, c'est loin d'être le cas. Sur les images, nulle trace de menace ni de moindre projectile. Malgré l'absence de preuves, l'homme interpellé, Ahmed, 21 ans, a été poursuivi sur la base des déclarations des policiers. Donc juste sur la base des déclarations des policiers, hein, sur rien d'autre. Il doit comparaître le 7 avril pour outrage et rébellion. Il a quant à lui déposé plainte pour des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique qui lui a valu 3 jours d'incapacité totale de travail et pour faux en écriture publique. Contacté par Mediapart, le parquet de Bobigny a déclaré avoir ouvert une enquête préliminaire confiée à l'IGPN. Le 20 mars, après avoir rendu visite à sa grand-mère, Ahmed, 21 ans, prend un verre en bas de l'immeuble pour fêter l'anniversaire de Saïd, une connaissance du quartier. L'heure du couvre-feu est dépassée, ce qui peut valoir 135 € d'amende à chacun des convives. Aux alentours de 1 heure, 4 policiers démarrent un contrôle qui tourne rapidement à l'altercation, en particulier avec Saïd. Tentant d'apaiser la situation, Ahmed s'interpose et prévient alors les agents de l'état d'ébriété de son ami, par ailleurs psychologiquement fragile. Mais rien n'y fait. Donc, ils étaient combien? Déjà, ils étaient en extérieur. Ça m'étonnerait qu'au vu des images, ils n'étaient pas plus de 8-10 non plus. Et eux, ils risquent 135 € d'amende. Et les policiers interviennent. Et ils s'engueulent. Le début de l'interpellation n'étant pas filmé, chaque partie a tout loisir de donner sa version du contexte initial. Vous voyez, ça j'aime bien chez Mediapart. Ils sont pas dans un mode non, c'est des victimes, on les croit. Vous voyez. Mais par contre, ils viennent toujours avec des preuves et c'est ça que j'aime beaucoup. On peut toujours les critiquer, évidemment, et n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, mais effectivement, c'est ça que j'aime bien. Dans le cadre de la plainte déposée par l'avocat d'Ahmed, Thibault Laforcade, 13 personnes ont apporté leur témoignage. La plupart relatent les tentatives d'Ahmed pour calmer l'histoire, son courage pour essayer de calmer les policiers. Et tous font part de leur stupéfaction lorsqu'en réponse à Ahmed, l'un des policiers fait usage de son taser et s'acharne sur lui sans raison, alors qu'il n'était ni violent, ni provocateur, ni menaçant. Je vous rappelle que là, quand même, ils estiment qu'on est en train d'essayer de les agresser. Hein. D'accord? Là, toujours. Hein. Il faut pas croire. Hein. C'est ce qu'ils disent dans leur procès verbal. Hein. C'est que pour eux, là, ils sont agressés. D'accord? Je vais vous épargner le son quand même. Je trouve qu'il est assez dur. Le récit du policier, auteur des coups de taser, est tout autre. Dans son procès verbal, il explique qu'à l'arrivée de sa patrouille sur les lieux, qui serait un point de deal, il aurait entendu plusieurs individus crier afin d'annoncer notre présence et nous insulter. Il décide alors d'interpeller l'un d'entre eux, Saïd, muni d'une bouteille de whisky. Mais l'individu lui porte un coup de poing au niveau de l'œil droit. Après plusieurs tentatives pour le maîtriser, il finit par le pousser contre un grillage lorsque se rapproche de façon hostile un autre individu, Ahmed. Celui-ci tente de lui mettre un coup de pied au niveau du visage. Donc tout ça, c'est ce qui n'est pas filmé.
c'est tout ce qui est, là, on doit croire les témoins, mais il y en a qui diront, à juste titre, que peut-être que les témoins n'ont pas très bien vu, peut-être qu'ils mentent, peut-être que, voilà, des témoins, c'est toujours sujet à interprétation. Mais la suite des événements est filmée, la version policière ne résiste pas aux images. Le policier fait usage une première fois de son taser. Sous le choc de la décharge électrique, Ahmed tombe au sol. Le policier affirme alors se diriger vers lui à la fin de m'enquérir de son état de santé. Alors, donc apprenez bien, hein, c'est comme ça qu'on va voir l'état de santé, hein, d'accord? Comme ça, regardez, regardez. Regardez, il se rapproche là pour voir comment il va. C'est au moment où il écrit t'aimes bien ça, vous voyez, c'est... Voilà. Est-ce que t'aimes bien ça? Ok, je peux continuer, enfin... Selon lui, l'individu venant de faire l'objet de l'électrisation tente de me mettre un coup de pied alors qu'il était toujours au sol. Vous avez vu le coup de pied, hein? Ouais. Je vais pas remontrer à chaque fois, mais... C'est ainsi qu'il justifie le fait de lui avoir infligé de nouveau un cycle de 5 secondes de taser. Les images montrent une réalité totalement différente. Alors qu'il vient de donner un premier coup de taser à Ahmed et que celui-ci est paralysé au sol par la décharge qu'il vient de recevoir, le policier s'en approche en lui disant « Ça te plaît bien, là ?» Cette phrase, mais... Oh, putain... Lui mériterait d'être en tôle avec tous les autres taulards et qu'on leur dise qu'il a été flic, vous voyez? Et qu'il a utilisé son taser et qu'il a demandé si ça plaisait bien. Il lui envoie une deuxième impulsion sans être menacé d'aucune sorte, après avoir lancé à un autre jeune passant à côté. T'en veux toi aussi? T'en veux toi aussi? Putain, mais c'est... Au bout du compte, ce sont 2 coups de taser qu'Ahmed a reçus, sans que les forces de l'ordre ne soient menacées et encore moins en position de légitime défense, estime dans la plainte son avocat. Plusieurs témoins parlent d'une bavure et d'une scène choquante et révoltante, sans motif nécessitant un tel degré de violence. Ce n'est pas ce que décrit le policier. Alors qu'Ahmed est menotté, les agents auraient été la cible de projectiles et d'insultes. L'un des fonctionnaires aurait alors jeté une grenade lacrymogène qui leur aurait permis de faire reculer les individus et déployer un panache de fumée afin que nous puissions nous extraire des jets de projectiles pendant plusieurs secondes. C'est alors que le policier tire de force Ahmed dans la contre-allée afin de se protéger des projectiles. Donc attention, attention, jet de projectiles, mesdames et messieurs. C'est parti. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment dur, en fait. Enfin, c'est horrible. Il y a genre 0 projectile, c'est full bullshit, quoi. Là, je suis désolé, mais on peut analyser ce qu'on veut, il n'y a pas de projectile. Il y a rien qui justifie ça. Le mec, il le retase. Mais attendez, vous croyez que c'était fini? Là encore, les déclarations du policier sont démenties par les images. 2 policiers traînent au sol Ahmed, menotté et inerte, sans qu'aucun projectile soit alors jeté à leur rencontre. Que souhaitait-il éviter? Être filmé, selon certains témoins qui expliquent en avoir été dissuadés par les agents. L'un d'eux affirme avoir voulu filmer, mais avoir renoncé lorsque la police a lancé des fumigènes et ensuite des gaz lacrymogènes, l'obligeant ainsi à fermer sa fenêtre. Un autre décrit le policier tirer Ahmed entre 2 bâtiments à l'abri des regards, vers une impasse pour éviter les témoignages vidéo, caméras, etc., précise un 3e témoin. Les discordances du procès verbal ne s'arrêtent pas là. Selon lui, Saïd, l'ami d'Ahmed, aurait essayé d'infliger des coups de pied et des coups de poing à l'un des 4 agents après avoir reçu un premier coup de taser. Maintenu au sol, il tente à plusieurs reprises de mettre sa main dans sa poche dans le but probable de se saisir d'un objet. Le policier décide à nouveau de sortir le taser et en fera 2 fois usage. Comme le montrent les vidéos, Saïd n'a pas tenté de frapper les policiers, mais d'échapper à leurs coups en leur signalant qu'il est asthmatique. Il est asthmatique en plus. Utiliser un taser comme ça, normalement les tasers ça s'utilise seulement, c'est très réglementé. Je vous réinvite à aller voir la série Live sur Netflix qui est incroyable, une série coréenne, un drama coréen, mais qui parle très bien de la condition des policiers. Et justement, dans la série, à un moment donné, il y a un policier qui utilise son taser, mais en plus, et c'est ça qui le fait très bien dans la série, c'est qu'en plus c'est pour de la légitime défense, parce que elle vient de se faire pousser, elle s'est cognée contre un mur, elle est sonnée et tout. Et là, elle prend son taser pour tirer sur une femme qui était menaçante. Elle touche la femme au ventre, je crois. Et en fait, ce qu'elle savait pas, c'est que la femme était enceinte. Mais ça se voyait pas parce qu'elle en était au début de sa grossesse. Et donc, elle a failli tuer un bébé. Et en plus, sa hiérarchie lui dit « Mais attends, en fait, t'as pas du tout respecté les règles parce qu'en fait, le taser, en Corée du Sud, on peut l'utiliser que dans les bras ou les jambes. » Et du coup, là, elle a visé le torse. Et en fait, on évite le torse pour éviter notamment le cœur et justement les femmes enceintes. Et c'est interdit de tirer sur une femme enceinte. Et donc, un policier en Corée du Sud est obligé de s'enquérir d'abord, de savoir si la femme est enceinte ou non avant d'utiliser son taser sur une femme.
Et là, le mec, il utilise son Charge taser. complete. Ah, pardon, ça c'est mon casque. Mon taser. Là, le mec utilise son taser comme si finalement, bah, Osef, quoi, c'est un jouet. Et les GPN va quand même juste faire une enquête pour voir quoi. Bon. Le policier décide à nouveau de sortir le taser et en fera 2 fois usage, comme le montrent les vidéos. Saïd n'a pas tenté de frapper les policiers, mais d'échapper à leurs coups. Lorsqu'il est au sol, maîtrisé par 2 agents, il leur répète « La main dans sa poche, je range mon portable !» Feignant d'ignorer ce qu'il dit, les policiers lui infligent plusieurs coups de taser. Et alors là, je lisais la phrase, j'étais en mode « Mais non, attends, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ce qui se dit là, c'est impossible. » Mais wesh, ils vont le tuer. Le flic est taré. Je vois pas d'autre explication en fait. Il y a même pas ces images-là n'ont aucune explication, putain. Aucune. Genre vraiment. Là, il y a 0 excuse à chercher, à trouver. Et là, moi, je veux entendre les... Parce que ça, je voulais quand même le dire. Les syndicats policiers, leur rôle, c'est effectivement de protéger leurs membres. Là-dessus, on est tous d'accord. Ok ? Leur rôle, c'est évidemment d'essayer de faire gagner des droits aux membres de la police, etc., de les protéger, etc. Mais ils sont les premiers à partager des vidéos de jeunes violents. Et en même temps, pourquoi pas ? À juste titre. S'il y a des jeunes qui sont vraiment... et que ça dessert la cause, la justice sociale pour les policiers, pourquoi pas ? Mais ça, moi je veux voir un syndicat policier partager ça en disant en fait que c'est inacceptable de la part d'un flic en fait. Et que ça, c'est pas être policier. Moi je veux voir les syndicats policiers prendre leur distance avec ça. Parce que ça, c'est pas normal. Là, on n'est pas face à un flic, juste un élément perturbant. Non, là, on est face à un mec, un taré, qui tase 2-3 fois la personne. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais là, ses mains. Regardez ça. Là, il pose. Vous voyez le truc jaune là par terre ? C'est son taser, ok ? Et regardez ça, quoi. Il le touche 2-3 fois. C'est un truc de fou. Et en plus, il est déjà à terre. Il ne fait rien. Même si, allez... Même s'il voulait pas ranger son téléphone, mais qu'est-ce qu'il croit ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il croit ? Moi, je sais pas, à ce moment-là, moi, je chope son bras et je mets limite ma main dans sa poche. Ou alors je lui prends son téléphone, je lui dis « T'inquiète, on prend ton téléphone. » Ils lui répondent même pas là-dessus. Genre, non, mais ça, c'est pour moi, c'est... Au bout du compte, Ahmed a reçu 2 décharges de taser et plusieurs coups lui ont été assénés sur le visage. Passé en comparution immédiate, oui, ça, le 22 mars, ça c'est typique pour la France, la comparution immédiate, qui est honnêtement quelque chose de très inquiétant. Donc pour ceux qui ne savent pas, la comparution immédiate, c'est que maintenant en France, il y a la possibilité pour des faits qu'on appelle mineurs, la possibilité de te passer directement devant un juge. D'accord ? Mais directement, donc ça veut dire que tu ne vas pas voir tes avocats, tu ne peux pas te préparer ta défense, tu peux... parce que en fait, le fait que normalement, ça prenne plusieurs semaines avant d'aller voir un juge, c'est pour te permettre de te défendre correctement. Or, les comparutions immédiates empêchent ce processus et aussi mettre pression sur les gens parce que, en fait, quand tu es victime de quelque chose, souvent, tu es encore en état de choc et être directement devant un juge, tu t'es même pas encore sorti de ton état de choc que tu dois te défendre, c'est impossible, quoi. Il a été incarcéré dans l'attente de l'audience de renvoi du 7 avril, la survenance de ces faits nouveaux faisant tomber un sursis pour une infraction à la législation des stupéfiants. Donc par le passé, il a été effectivement... il a eu un sursis pour une question de stupéfiants. Il donne pas de détails. Mais s'il a eu un sursis, c'est que, mine de rien, c'était pas non plus... il a pas tué quelqu'un, quoi. Donc, bon, mais là, de toute façon, c'est même pas l'affaire. Là, le mec, il a juste fait une soirée. Avant même que l'audience ait lieu, la justice a mis fin à la réinsertion de mon client, alors qu'il venait de trouver un poste de logisticien, déplore l'avocat d'Ahmed, Thibault Laforcade. Les vidéos montrent clairement un usage disproportionné de la force par les policiers qui, à aucun moment, ne sont en situation de légitime défense. C'est révélateur des violences systématiques et systémiques des forces de l'ordre dirigées contre une partie bien identifiée de notre population avec l'usage des tasers qui sont des armes dangereuses. L'avocat rappelle que ces pistolets ont causé la mort, directement ou indirectement, de plusieurs centaines de personnes aux États-Unis, alors que l'ONU met en garde contre les tasers. La France encourage leur utilisation, le ministre de l'Intérieur les proposant comme alternative
à la clé d'étranglement. Ahmed et Saïd ont préféré garder l'anonymat. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on doit retirer de tout ça? Pourquoi je vous parle de cet article? Si vous n'avez toujours pas vu de lien, c'est parce qu'en fait, alors qu'on a à côté ici un gars qui a le droit de passer à la télé, d'être interviewé, de se justifier, de dire qu'en fait, il faisait un poisson d'avril pour faire des soirées, qui a le droit de venir pleurer parce que, moi je faisais juste des soirées entre amis, maintenant je me fais insulter. De l'autre côté, on a deux gamins qui se sont pris des coups de taser, enfin, deux gamins, excusez-moi, mais je me considère moi-même comme un gamin, d'accord? À l'opposé, on a aussi deux gamins qui se sont pris pour le même coup des coups de taser, dont un qui l'a rendu en incapacité de travail pendant 3 jours, qui ne sont pas protégés par la police, alors qu'ils se sont fait agresser par des policiers pour exactement les mêmes faits. Ils ont été en garde à vue et maintenant ils ont été en comparution immédiate pour rébellion et attaque sur des policiers, enfin agression. Alors que lui, eh ben, il va s'en tirer tranquillou bilou, il n'aura presque rien, si ce n'est que oui, des gens veulent manifester devant chez lui. Waouh! Enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal, j'avoue. Alors, évidemment, attention, hein, ça ne justifie absolument pas les insultes envers lui, ça ne justifie pas la haine envers lui. C'est à la justice de le décider et c'est aux citoyens, avec S, hein, aux citoyens aussi de décider de l'avenir de... Comment on va dire, de voter, etc. Enfin, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse juste nos propres personnes, tout simplement, et ce n'est pas à nous de juger seuls cette personne. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal d'avoir de peine pour Pierre-Jean Chalençon, parce que ce qu'il subit, c'est un dixième de ce que peuvent subir des jeunes, parfois, qui sont dans des situations beaucoup plus précaires que lui. Il est pété de thunes, quand même. Il est, comme vous voyez, toujours dans des décors qui sont quand même divins. J'ai vu des images, mais regardez les images, on voit des ornements. Alors, c'est peut-être pas du vrai or, mais c'est magnifique. Ça reste un appartement parisien de fou. Et c'est pas de la haine anti-riche. Attention non plus à pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas de la haine anti-riche. C'est pas ça. C'est de la haine par rapport aux personnes qui sont privilégiées, parce que ces jeunes-là, ils vont pas passer sur TPMP pour donner leur opinion. Ils vont pas pouvoir aller dire, bah écoutez, moi les flics, ils m'ont tabassé, ils m'ont tasé, et ce que je vois là, on va pas montrer ça sur TPMP. Par contre, Pierre-Jean Chalençon qui pleure parce que maintenant on vient l'enquiquiner, enfin ouais. J'ai beaucoup de mal avec ça, et bon, bah voilà, je voulais vous le partager, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc du coup c'était très massif, mais pour moi ce sont deux affaires qui sont très étroitement liées, puisque pour les mêmes faits, on a deux traitements totalement différents, et pour moi, ça doit s'arrêter, on doit arrêter ça, et pour répondre un peu à la question, est-ce que Pierre-Jean Chalençon devrait aller en prison? Je ne sais pas s'il devrait aller en prison, mais je trouve qu'il aurait dû aussi, pourquoi pas, aller en garde à vue pour mise en danger d'autrui, puisque du coup, vous savez bien qu'aujourd'hui, en ce moment, on a tendance à mettre les gens en garde à vue, ou en tout cas les interroger quand ils invitent beaucoup trop de gens, quand ils ne font pas attention aux règles sanitaires. Je rappelle aussi que les règles sanitaires, elles sont là pour protéger un maximum de personnes. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça reste des règles. Qui sont choisis par des gouvernements qui sont élus démocratiquement. En France, c'est plus complexe, mais qu'importe. Les règles s'appliquent à tout le monde, autant aux jeunes dans les cités que à Pierre-Jean Chalençon. Voilà, tout simplement. C'est mon propos. Et pour moi, si ces jeunes de cité sont effectivement en prison et en attente de voir si finalement ça va pas alourdir leur peine qu'ils avaient eu précédemment. Je voudrais savoir, Pierre-Jean Chalençon, qu'est-ce qu'on devrait faire de vous, du coup? Est-ce que selon vous, vous valez mieux que ces deux jeunes? Voilà, ce sera ma seule question. N'hésitez pas à vous follow, à vous abonner, à liker ou à disliker cette vidéo, à la partager évidemment autour de vous, à donner votre opinion en commentaire, ça c'est vraiment très important. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous, à bientôt et la bise.